Ouais, merci. C'est moi qui vais commencer, qui vais ouvrir le bal, puis après je passerai le bâton, la parole à Marianne. Je suis aussi professeure invitée ici à la faculté de musique. Donc, et c'est ici que j'enseigne la médiation de la musique, la sociologie, tout ça. Donc peut-être qu'on se recroisera, peut-être que vous allez être convertis à la médiation à l'issue de cette présentation et qu'on se recroisera avec vous. Alors, ma mission, vous parlez de médiation de la musique. Et puis, donc, en tant qu'enseignante d'un côté, mais médiatrice aussi, je crois que asséner les vérités, ça fonctionne rarement. C'est-à-dire vous dire la médiation, c'est ce qu'il y a de mieux, puis voilà ce que c'est, la définition, puis adhérer au projet. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, ce que j'ai conçu, c'est d'essayer d'exercer votre pensée critique, vous afficher des données, vous amener progressivement à voir la place que la médiation pourrait prendre dans le panorama actuel de la musique contemporaine. Donc, je n'ai pas commencé par une définition, on vous a accompagné dans un processus et en vous posant les questions, en vous amenant à reparcourir le chemin qui a amené à la médiation de la musique, dans les différentes questions qui sont, auxquelles ont été confrontés les compositeurs et qui les amènent, certains, à imaginer que la médiation, c'est une bonne pratique pour eux. Donc, un format de présentation très court, 15 minutes. Alors qu'en général, on passe 36 heures dans un séminaire à réfléchir à la médiation de la musique. Donc c'est vraiment un amuse-bouche, là. Et je vous donnerai des ressources après pour prolonger votre réflexion si vous le voulez. Fond noir toujours, c'est normal. Que quand on pense au public, puisqu'on est invité à ça aujourd'hui, hein, si on pensait à nos publics, quand on pense à nos publics en salle aujourd'hui, c'est quoi les premiers réflexes qu'on a pour les qualifier, en fait? On dit, ah, les publics de la musique contemporaine aujourd'hui, c'est quoi? A priori, on se dit quoi? Et alors, c'est participatif, parce que la conception de la médiation, c'est qu'il n'y a pas un maître et des élèves, hein, c'est qu'on partage, voilà, tout ça. Donc, à vous. Et d'autres musiciens, musiciennes qui pratiquent la musique contemporaine. Ouais, donc première idée, on les qualifie à partir de leur niveau d'expertise musicale, hein. C'est donc leur curriculum musical, oui. Donc c'est un premier critère de définition. Après, quand on parle des publics de la musique, tu peux participer aussi, hein, si tu veux. Mais on dirait quoi? Pour qualifier un public, on dit il a à peu près cette moyenne d'âge. Est-ce qu'on les qualifie comme ils sont tels qu'aujourd'hui ou comme on aimerait qu'ils soient? Alors, si on doit parler de nos publics aujourd'hui. Okay. Donc oui, probablement qu'ils vont avoir beaucoup de têtes blanches. Voilà, la moyenne d'âge, leurs revenus, etc. Hein. C'est un peu donc, des données sociodémographiques qu'on va mobiliser en premier quand on est invité à penser à nos publics. Alors que sait-on sur les publics de la musique contemporaine? Je me suis dit que c'était bien pour commencer de faire un petit point sociodémographique là-dessus. Voilà ce qu'on sait. C'est vintage, j'espère que vous appréciez. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Donc si vous voyez ça, vite, est-ce que j'explique le tableau où ça va? En fait, on a des données en 2018 pour l'ensemble intercontemporain. Donc c'est une grande enquête qui a été faite en France. Donc imaginons que l'ensemble intercontemporain est un exemple de public de la musique contemporaine. Puis à droite, c'est la population française. Alors on voit qu'il y a un gros déséquilibre. Je vous invite à vous concentrer sur cette ligne-là, par exemple. C'est majoritairement des gens qui sont des cadres des professions intellectuelles supérieures. Ils sont à 80% issus de cette frange-là, alors qu'en vrai, dans la population française, on n'a que 16% de population cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une sursélection sociale dans nos publics. Hein? Première chose. Deuxième chose intéressante, c'est que si on compare l'évolution, cette sursélection, dans les années 80, on avait 74% de nos publics qui étaient dans les classes sociales les plus élevées, les classes sociales supérieures. 2018, 88, 2008, 90%. Donc en fait, c'est un phénomène qui s'accentue. Donc on puise dans une frange de la population qui est très restreinte et on creuse de plus en plus dans cette petite frange, de cette petite portion. Tout va bien jusque-là? Ok. Là, c'est le moment angoisse de la conférence. Donc ça ne va pas aller de mieux en mieux, je vous préviens. Deuxième information, pensez à notre public. Qu'est-ce que l'on voit? Donc on a dit qu'il y a une sursélection en termes de classe sociale. Là, on a une sursélection en termes de... C'est quoi les choses à droite? C'est les diplômes. Ouais. Donc, on sursélectionne aussi au niveau scolaire. Une frange de la population qui n'est pas la plus élevée, hein, dans la population générale. Donc, on a une masse qui est très faible de cibles, finalement. C'est comme ça. Si on pense à nos publics, les publics de la musique classique en général, ils ne font que... La moyenne d'âge, elle ne fait qu'augmenter.
En 2015, c'était 61 ans pour la musique classique en général. Donc ça fait 8 ans. Donc imaginons qu'ils ont tous 68 ans, puis il y a eu la Covid qui est passée. Hein, voilà. Et si on précise un petit peu, puisque vous, ce qui vous intéresse, donc à 55 ans, on n'est pas forcément si peu que ça de pouvoir se déplacer, tu me diras. C'est pour vous faire réagir, mais le public de la musique contemporaine, c'est ceux qui s'en sortaient le mieux quand même, hein, dans le public de la musique classique en général, 55 ans, mais en 2015, donc maintenant ils ont 63 ans, puis ça ne va qu'ils vieillissent aussi. Voilà. Donc, quand on pense à ce public-là, les organismes, ils ont des angoisses. Puis j'imagine que vous aussi, en voyant ces chiffres, ça ne vous rassure pas trop sur eux. Donc le premier réflexe, c'est de se tourner vers quoi? On dit, ah, il n'y a pas assez de public dans nos salles, on va faire appel à quelle discipline pour nous aider? Il faut faire plus de marketing, il faut faire plus de communication, il faut faire plus de publicité. Parce que c'est ça qui manque. Si les gens ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne le savent pas. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Marianne dit non. Non. Ok, non. Ça pose plusieurs problèmes. Parce que, donc j'ai parlé de ça avec beaucoup d'organismes, j'ai eu l'occasion d'intervenir beaucoup pour faire du conseil sur le développement de public, puis j'essaie toujours de les ramener à la médiation. Puis je parlais de ça avec un directeur d'organisme qui disait, mais moi je ne me fatigue plus à aller chercher des publics jeunes, il me faut des vieux avec du cash. Alors ça avait le mérite d'être franc, mais ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors, ça pose des problèmes de partir sur le marketing et la communication, ça pose des problèmes qui sont, je ne les ai pas listés là, mais qui sont bêtement mathématiques. C'est-à-dire qu'on a une frange de la population qui est classe sociale, élevée, surdiplômée, vieux, et on travaille sur 5% de la population. Tu peux faire du marketing sans fin, tu ne vas pas beaucoup augmenter ton public parce qu'il y a une capacité Voilà, c'est bon. On a fait le tour des gens qui pouvaient être dans notre salle. Basement mathématique, ça marche pas. Un problème un peu esthétique, mais je cherchais la bonne formulation, mais je ne la trouvais pas, c'est t'as beau dire que John Cage, bon encore à la limite, ça passe, mais c'est super chouette, venez l'écouter, vous allez passer un bon moment, ça aide pas le public à vraiment être assis pendant 1 heure dans une salle, coincé dans son siège, à écouter John Cage. Tu peux avoir fait le meilleur marketing, la meilleure com du monde, le problème n'est pas réglé. Ils reviennent, mais ils ne reviendront plus, parce que peut-être, parce que l'expérience a été compliquée. Puis ça pose un problème qui est central pour moi, c'est un problème éthique. Est-ce qu'on peut se contenter de faire venir toujours les mêmes personnes dans nos salles? Les subventions qu'on reçoit, du CAM, du CALC, que sais-je, elles viennent d'où? C'est des fonds publics. C'est nous tous qui payons les impôts, pas simplement la frange de la population qui est surdiplômée. Donc pourquoi les ouvriers agricoles, dont on voyait qu'il n'y a personne dans nos salles, ne viennent pas dans nos concerts? Il y a une imputabilité sociale des artistes et des organismes qui vivent sur des subventions. Donc, marketing, communication, pas sûr que ce soit la solution de mon côté. Alors je vous invite à retourner la pensée. Hein, on chemine progressivement vers autre chose. Là, on pensait à nos publics, mais en disant qu'on se concentre sur une petite frange de la population qui ne suffit pas, je vous invite à penser à autre chose, c'est-à-dire penser à nos non-publics, ceux qui ne sont pas dans la salle. C'est sur eux qu'il faut se concentrer si on est d'accord avec les choses que j'ai dites tout à l'heure. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. On verra. Donc, pensez aux non-publics, ceux qui ne sont pas en salle, il faut se demander pourquoi ils ne sont pas en salle. Alors pourquoi les gens peuvent ne pas être dans nos salles actuellement? Vous avez peut-être des idées. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Problème financier. Ils ne savent pas en fait à quoi s'attendre du tout. Ok, donc problème de horizon d'attente. Ouais, et un problème un peu symbolique de qu'est-ce que je vais retrouver là. Ok. C'est en ville, il y a des campagnes. Se déplacer, un problème géographique. Vous voyez? Là, je l'ai formulé exprès, c'est un problème géographique, admettons. Il y a autre chose aussi. C'est quand même relativement inaccessible culturellement. Ouais. Il faut connaître quelqu'un qui est dedans, Ouais. ou quelqu'un qui t'en parle, qui t'explique ce qui se passe. Exact. Donc, je vais le mettre dans. Vous allez former un binôme, là, c'est-à-dire un problème de frontières, de compétences, entre guillemets, si c'est pas vraiment une question de sensibilité artistique ou culturelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être en salle aussi, Marianne? Ouais, ben juste ils peuvent pas se rendre. Ou les salles sont pas faites pour certaines personnes. Il n'y a pas d'ascenseur à une salle de spectacle. Le non-public, c'est peut-être quelqu'un, alors si on revient à notre public habituel là, qui a de l'argent, qui est diplômé, mais il est peut-être hospitalisé, peut-être en prison, il a peut-être eu un accident, il est en fauteuil roulant, il ne viendra jamais dans la salle.
Donc, les actions qu'on peut poser quand on souhaite aller à la rencontre de ces non-publics, c'est réfléchir en termes d'accessibilité. Accessibilité financière, en vrai, c'est pas vraiment un bon levier parce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées où on donnait de l'argent aux gens pour qu'ils puissent aller faire des activités culturelles, puis ça ne revenait pas vraiment à la musique contemporaine, mais plutôt acheter des jeux vidéo, ce qui est très bien aussi, mais c'est pas ça, on ne résout pas l'accessibilité symbolique avec ça. Donc c'est des questions d'accessibilité financière, physique, symbolique. Donc on fournit un accès égal aux environnements en offrant des lieux et des ressources sûres, adaptés à la diversité des personnes qui sont susceptibles d'en faire usage. On est en train d'aller vers la médiation, on n'y est pas encore tout à fait. Donc on adapte les environnements, ce qu'on appelle le concert design. On va faire en sorte que ça soit accessible. On va créer des représentations décontractées où les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme vont pouvoir trouver des zones de décompression. Il n'y aura pas de lumière, d'un son micro qui sera agressantes. C'est une façon de commencer. Où on va, en termes de services, on va travailler, on va faire des notes de programme qu'on va mettre en ligne pour que les gens puissent peut-être se familiariser avec tout ça. Ça, c'est un peu le niveau zéro de la médiation, disons. Et puis, on va se déplacer, on va sortir des salles de concert. On va aller jouer au chevet, on va aller jouer dans les prisons. Voilà. On change le format du concert, on se déplace, on sort de nos routines. Donc on se rapproche de tous les citoyens, des contemporains, mais on ne change pas le rapport qu'on établit vraiment avec eux, parce qu'on est toujours dans notre position d'artiste, et ils sont toujours dans leur position de spectateur. C'est déjà un début, mais on n'a pas abouti, on n'a pas fait aboutir notre réflexion. Est-ce que tout va jusque-là? Ok. Comment on peut aller plus loin en tant que compositeur, en tant qu'artiste aujourd'hui? Comment on fait pour dépasser cette position spectateur, artiste d'un côté, puis... Ouais. La création collective. Ok. Ouais. Donc on change le rôle des gens en face de nous, c'est une façon de faire, donc Marianne vous en parlera. On fait participer les gens en face de nous, c'est ça que tu dis. On les rend actifs dans ce qu'ils se proposent, c'est pas simplement des spectacles. Et donc là on pense, justement, merci, on pense aux participants. C'est pas simplement des cibles à qui on veut vendre des billets, c'est des gens qui vont prendre part à l'élaboration des choses. Ça veut dire que le chemin qu'on vient de parcourir ensemble, c'est le suivant. On pensait en circuit fermé, là. C'est nos publics, c'est nous, comment on arrive à entretenir la machine finalement, alors qu'elle déraille, mais on essaie de la nourrir quand même. C'est, voilà, première étape. On était dans un entre-soi. Deuxième étape, on pensait au non-public, c'est-à-dire qu'on était un peu dans le prosélytisme en quelque sorte, hein. On voulait les attirer, on voulait les amener, c'est l'outreach dont on parle en anglais. Donc, c'était une forme d'intégration sociale, c'est déjà pas mal, mais on essaie de ramener tout le monde, les intégrer, c'est-à-dire qu'ils doivent adhérer à notre vision des choses. L'intégration sociale, c'est pas génial, on devrait plutôt être inclusif. Je passe certaines digressions. Et là, en fait, ouais, je vous épargne, on pense complètement autre chose. C'est la musique qui va permettre de... Je ne sais pas ce qui se passe, ça a l'air d'être... la musique qui devient le lien entre des individus. On est des participants, on pense une communauté qui repose sur un levier musical. Okay. C'est ça le chemin. Donc on arrive... Salut. Donc on arrive à quelque chose qui est une réflexion en termes de droits culturels. C'est ça, hein, la médiation elle s'inscrit dans la lignée des droits culturels. C'est-à-dire qu'on donne la liberté à chacun de s'exprimer par rapport à ce qui a été proposé, d'exercer ses compétences de musicien et de développer et de partager ses connaissances. C'est sur ces trois volets que la médiation va s'appuyer, pour le dire un peu rapidement. Donc c'est-à-dire qu'on change le format de ce qu'on faisait. C'est plus le concert tout seul, ça n'existe plus. Tout va toujours bien jusque-là. J'ai vu qu'au moment des droits culturels, il y a des sourcils qu'on fait comme ça. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc, qu'est-ce que ça change tout ça? Quand on commence à faire collaborer le public, quand on commence à les interpeller pour qu'ils prennent part à l'activité, ben ça change la notion de ce qu'était un spectateur. Il n'est plus extérieur à l'œuvre, c'est plus un regardeur, un écouteur, mais il est impliqué dans ce qui se passe. Donc il va y mettre sa patte, il va y poser, il va mettre sa patte. Donc il va se retrouver dans l'œuvre. Les problèmes de code dont on parlait tout à l'heure, ben, ils vont s'amoindrir puisqu'on va en avoir discuté ensemble. On est des spectateurs. C'est un néologisme qui est assez sympa. Ça change autre chose, j'avance aussi, ça change la notion d'artiste. Le
Le rôle du compositeur, c'est plus simplement de repousser les frontières esthétiques. Parce qu'on pourrait le résoudre à ça quand on vient se présenter à un concert, on a fait une nouvelle proposition esthétique. Ben là, il est acteur de changement social. Parce qu'il permet à des gens qui n'auraient jamais été en contact avec la musique d'entrer en contact, et surtout, il fait du moment l'occasion d'une discussion sur autre chose. Dans les activités de médiation, on va inviter des personnes avec des limitations fonctionnelles à co-créer et au prétexte de cette co-création, d'adresser leurs problématiques. Ça devient un levier de changement social. On parle d'artistes as changemaker. Donc on va aller faire de la musique dans des quartiers, c'est de l'art communautaire, on va aller dans les camps, on va aller dans les hôpitaux faire de la musique avec ces personnes-là. C'est ça l'idée. Donc on redonne le droit, c'est une sorte de démocratie, le droit à la parole, le droit au discours artistique à chacun. Donc on est dans un décentrement politique incroyable, juste en changeant la question initiale. On ne pense plus à nos publics, mais on pense aux participants. Le cœur de l'activité, c'est plus le compositeur, c'est le nous qu'on crée ensemble. Est-ce que c'est trop flyé ce que je suis en train de dire jusque-là? Non? Ok. C'est très, la médiation pour moi c'est très politique. C'est un changement de pensée du champ de la musique complètement. Et en fait, j'ai sauté une étape, la notion d'artiste et la notion d'œuvre, bah oui, parce que l'œuvre, elle est co-créée. Donc c'est un bien commun. C'est plus une marchandise. On ne veut plus la vendre, on veut la partager. Et On y arrive à la médiation. Donc, sur la page du DESS en médiation de la musique, puisqu'on enseigne la médiation ici quand même, c'est la seule université canadienne où on enseigne la médiation de la musique. C'est les pratiques qui visent à soutenir la cohésion, l'engagement social, l'équité, la diversité, et ça passe par la réinvention de la vulgarisation musicologique. On va coécrire les notes de programme, par exemple, une façon de faire, jusqu'à des activités plus expérimentales ou innovantes, qui sont l'innovation sociale. On va co-créer, on va créer des orchestres communautaires, on va faire de la programmation artistique citoyenne, ou de la lutherie collaborative, ou que sais-je. Chacun va mettre sa patte sur l'objet qu'il crée. Alors cette belle définition, puis j'ai presque fini. Je trouve cette définition géniale parce qu'elle dit que la médiation, c'est un oscillateur entre des phases de décentrement et des phases de centration. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'un processus de médiation, on découvre d'autres points de vue. Je ne connaissais pas la musique contemporaine, je m'y ouvre, je découvre ça, je vois ce que le compositeur en pense, ce que mes contemporains en pensent, donc on est décentré. J'approfondis mon point de vue, et puis, d'un côté, je découvre d'autres perspectives, et de l'autre côté, j'arrive, moi, à me positionner par rapport à la proposition. C'est pas a priori je déteste la musique contemporaine, mais considérant le partage d'expériences, je suis capable d'élaborer un discours critique sur ce qu'on me propose. Et donc c'est ça être citoyen, c'est être capable de se positionner dans le monde. C'est très démocratique à ce niveau-là. Voilà. Donc plusieurs exemples, mais le meilleur exemple, ça sera que Marianne, tu nous partages ton expérience, mais créer des interactions. Donc il y a une boîte qui s'appelle Le Kit qui a été créée pour expérimenter les effets sonores. C'est une façon de refaire les notes de programme. Donc, avant un concert, cette petite boîte permet de tester des façons de transformer le son. Donc, on l'expérimente ensemble, on voit le potentiel, on crée une petite œuvre, et après, on va voir le concert où l'artiste utilise cette technique compositionnelle, par exemple. C'est une façon de faire. C'est plus une note de programme, c'est complètement participatif, un atelier pré-concert. C'est de faire de la lutherie collaborative qui permettrait à des publics avec des limitations fonctionnelles, par exemple, de s'approprier des œuvres, donc de les interpréter eux-mêmes. Et c'est, par exemple, de faire de la collaboration. Donc, la maison de la médiation, la maison de la musique contemporaine à Paris, a dit, nous, on est implanté dans un quartier, il faut qu'on rencontre les citoyens, les travailleurs, les enfants qui sont dans ce quartier-là, et on va réécrire l'histoire musicale du quartier. Donc, tous ces gens-là vont être invités à créer des œuvres avec les compositeurs qui sont en résidence à la maison de la musique contemporaine, et qui vont être diffusés dans le quartier avec des QR codes, etc. Donc, on sort de son organisation, puis on partage avec les publics qui sont là. Alors, et j'ai fini, dernière slide. Si vous voulez en savoir plus sur la médiation de la musique, ce qui reste encore un peu abstrait, mais j'ai donné des grandes idées, Artenzo, le centre que je dirige, qui parle de la médiation culturelle en général, donc pour voir comment ça s'implante dans d'autres domaines. L'étude partenariale en médiation de la musique, ici on a un groupe de recherche international, en fait on est à la pointe de la recherche sur la médiation de la musique, donc allez voir ce site-là, c'est pas mal. Et des cours, des séminaires qui se donnent à la faculté. La session prochaine, le séminaire de labo, où on pratique la médiation de la musique, mercredi.
1h30, 3 crédits, parce qu'on travaille avec des organismes culturels, donc on va vraiment réaliser et mettre les mains dans la matière. L'école d'été en médiation de la musique, vous pouvez vous adresser à votre camarade ici qui l'a vécu, pour avoir des témoignages, 3 crédits en mai. Et l'introduction à la sociomusicologie, où on se pose ces questions sociologiques sur c'est quoi nos publics, c'est comment se transmettent les goûts, c'est quoi l'octorialité, c'est quoi la communauté musicale, etc. Voilà. C'est fini, je pense que j'ai tenu à peu près. Je ne sais pas. Ça fait 20 minutes. Okay. Ah, 20 minutes? C'est bon. Aïe, 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 ok. Ok. Et Marianne donc, vous propose un exemple de participation, de co-création. Ça fait quoi quand on est artiste, quand on est compositeur, de se lancer là-dedans? Oui, donc moi, pour faire suite à Irina, je vais vous parler de mon projet de maîtrise. Moi, je me concentre sur... je fais des ateliers de création sonore en maison de retraite à la résidence Outremont, fait juste en bas de la côte. Je suis en partenariat avec Phonophone pour faire ces ateliers-là. Comme j'utilise des iPads pour faire de la musique avec eux. En ce moment, je suis à la maîtrise en création sonore avec Irina Jusselet et Dominique Thibault aussi en musique numérique. C'est ça. Juste une petite parenthèse de comment ça se fait que quelqu'un qui est compositrice fait de la médiation de la musique, comment je me suis rendue là. Moi, c'est juste parti de... quand j'étais au cégep de Saint-Laurent, j'ai participé à un projet spécial qui s'appelait Animation musicale en milieu psychiatrique. Puis j'ai participé en tant que pianiste. Je faisais des duos de piano une fois par mois dans un hôpital. J'ai full trippé ma vie. Ça a un peu changé ma perspective de c'est quoi un concert, pourquoi je fais de la musique, pour qui je fais de la musique. Puis c'est toujours resté un peu en arrière de ma tête en faisant mon bac en musique numérique ici. Puis rendu à la maîtrise, j'ai dit, moi, je mélange toutes mes passions, puis je veux faire de la médiation, de la musique électroacoustique. Puis ça me tente d'aller dans une maison de retraite, pourquoi pas. Puis la maison de retraite à qui j'ai parlé m'a dit, il fallait que je me c'est bon, c'est ça que je veux faire. Puis moi, en tant qu'artiste, ma pratique se concentre beaucoup sur la performance sonore, performance électroacoustique, l'installation, la musique visuelle. Puis j'ai essayé d'intégrer un peu toutes ces passions dans ces ateliers-là. Donc, pour faire ces ateliers, je les ai faits en 3 phases. J'ai commencé au mois de septembre, puis je finis dans 2 semaines. Puis la première chose que j'ai fait avec les personnes âgées, c'est de m'introduire chez eux. Donc, j'ai fait un concert dans la cuisine. J'ai fait une performance électroacoustique avec un petit 20 minutes. Puis, le 3/4 de la maison de retraite était là. C'était genre 25. Ça faisait vraiment peur. J'avais peur de voir leur réaction. Mais ça s'est pas bien passé. J'ai eu des bons commentaires. Puis après, on a pu discuter de ce qu'ils ont entendu. Puis, ils sont toujours curieux de ce qui se fait dans la vie. Fait qu'on a pu commencer à créer des liens comme ça. Puis après, je leur ai permis d'aller toucher à mes synthés. Puis, j'avais amené un phonophone aussi pour leur montrer un peu ce que je prévoyais faire avec eux. Puis ensuite, pendant 3-4 rencontres, j'ai fait des ateliers de collaboration. Donc, j'amenais mes propres sons dans le phonophone. Puis, je les aidais à utiliser le phonophone. Je leur apprenais un peu, parce que c'était pas tout le monde qui utilise un iPad dans la vie. Donc, on a appris ça en même temps, puis ils ont transformé mes sons. Puis j'ai fait une courte étude avec ces sons-là. Puis, en ce moment, on est en train de faire notre dernière pièce. C'est une pièce de co-création. Donc, on a pensé à un concept ensemble, puis on a enregistré de la voix ensemble, puis on est en train de faire une pièce électro qui va être présentée à Ultrason. Donc, ceux qui veulent entendre le résultat final, venez à Ultrason. Pour la pièce de collaboration, je peux vous faire écouter un petit extrait. Donc, ça, c'est ma sœur Gauthier. Vous voyez, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais toutes les pistes, c'est le nom des personnes qui participent à des ateliers. Ils sont au nombre de 3 en général. Il y a Colette Louise Magné, puis des fois, il y en a d'autres noms qui pop-up. Des fois, des gens venaient voir parce qu'ils étaient curieux. Donc, je vais vous faire écouter un petit extrait. C'est beaucoup des boucles à cause du phonophone, c'est avec des boucles. Quand on fait beaucoup la musique qui est
court. Mais ça ressemble un peu à ça. Puis, pendant nos ateliers où on collaborait puis on faisait des sons, à un moment donné, j'ai comme réalisé que, hey, on fait de la musique ensemble, mais c'est quoi que vous écoutez comme musique? C'est quoi vos artistes préférés? Comme, je sais pas, si on est vraiment pas dans ma génération, je ne connais pas. Comme, dites-moi c'est quoi que vous aimez. Puis, Marie-Mé a juste dit « Ah, la chanson « Partons, la mer est belle », c'est vraiment bon. » Puis je suis comme « Mais c'est quoi « Partons, la mer est belle » ? Je connais pas ça. Puis là, elle et Louise, une autre participante, ils l'ont juste chanté au complet devant moi, comme ça. Puis je suis comme « Wow, c'est donc bien cool, vous la connaissez déjà. » Puis on en a jasé un peu ensemble, puis ils l'ont toutes chanté à l'école, au primaire. Partons, la mer est belle. Puis moi, je suis allée écouter d'autres versions de cette pièce-là. Je suis comme, c'est vraiment une belle pièce. Puis là, vous la connaissez toute par cœur. Fait que pourquoi pas juste la pratiquer ensemble. Je vous enregistre avec des bons micros et tout ça. Puis on prend la chorale qu'on a fait. Puis on fait de la musique électroacoustique avec. Fait que ça, c'est notre point de départ de la pièce de co-création. Je vais vous faire écouter une des versions de cette chanson-là, de Jacques Labrique. C'est ça, Jacques Labrique. Puis c'est ça, ça parle beaucoup de la mer et de la mort. Tout à fait. Pas très joyeux, mais c'est vraiment une vraiment belle chanson. Ça marche vraiment bien avec le paysage. J'ai complètement touché. La pêche sera bonne, amis, partons sans bruit. La pleine lune donne presque toute la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour admirer encore les merveilles du jour. Il faut que j'arrête. Donc ça, c'est la version sur laquelle je me suis basée. Puis là, on l'a pratiqué pendant une couple de sessions. Puis on est arrivé avec cet enregistrement-là. Je vais vous faire écouter le refrain. C'est principalement une chorale de femmes. Des fois, on entend une petite baisse parce qu'il y avait quelqu'un qui s'imposait. Puis c'est ça. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, qui dans notre nacelle, ramons avec ardeur, au maillissons les voiles, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Voilà. Donc ça, c'est l'enregistrement final que j'ai utilisé, qu'on utilise en ce moment pour faire une pièce électroacoustique. Puis là, la grande question, comment on co-crée avec des personnes âgées? J'ai essayé quelque chose. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait cette session-ci. On a commencé avec un brainstorm sur c'est quoi que ça nous évoque cette chanson-là. Fait que ça, c'est notre feuille de brainstorm. Fait que ça nous fait penser aux souvenirs d'enfance d'école, à la mort, la mer, la solitude. Puis aussi, j'avais demandé c'est quoi les instruments qu'ils voulaient dans la pièce, c'est quoi les sons qu'ils aiment entendre dans la vie en général, pour avoir un peu une idée comment créer la pièce. Après, comme j'ai dit tantôt, on a pratiqué la chanson, puis on a arrangé la forme et les mots aussi, parce que tout le monde connaît une version différente de cette chanson-là. Donc, on a dû se décider sur c'est quel mot qui allait venir avec quel mot, puis tout ça. Donc, on s'est fait des paroles à la fin. On a enregistré, puis là, en ce moment, je prends des morceaux du refrain, je les mets dans le phonophone, puis là, ils peuvent transformer leur propre voix, ce qu'ils aiment vraiment faire. Fait qu'ils aiment beaucoup mettre leur voix plus masculine, fait qu'ils la transposent en grave, puis je trouve ça vraiment cool. Mais là, ça fait plein d'harmonies vraiment nice dans la chanson. Puis c'est ça. Là, en ce moment, on est en train de finir la forme de la pièce ensemble, ce que je vais faire demain. Et là, les défis rencontrés et les réussites. Ça, c'est une liste vraiment petite, là. Je vais pas trop en dire. Mais un des défis a été de trouver des points d'ancrage communs pour se comprendre. Là, évidemment, la chanson Partons la Maribel, c'était le meilleur point d'ancrage parce que eux sentaient
à l'aise de la chanter, puis d'en parler, parce qu'ils la connaissent vraiment bien. Mais moi, j'apprenais à l'apprendre, puis après, ça allait vraiment bien comme ça. Puis aussi parler de c'est quoi du sampling aussi, puis de comme bien donner des bonnes références, comme les Beatles ont cité d'autres artistes, ça ressemble un peu à ça qu'on va faire. Donc ça, c'était un des défis à laquelle j'ai beaucoup pensé. Après, d'apprendre à utiliser le phonophone, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est pas tout le monde qui utilise un iPad dans la vie, puis la moyenne d'âge, c'est 85 ans. Presque la moyenne d'âge du public. Finalement, ouais. Donc, tu sais, des fois, ils touchent avec leur ongle sur l'iPad, ils touchent pas avec leurs doigts. C'était vraiment revenir à zéro. Puis à chaque fois que j'allais les voir, il fallait que je leur explique aussi, parce que là, ce point-là va avec la mémoire. Ils se souvenaient de moi quand je revenais à chaque semaine. Ils ne se souvenaient pas c'est quoi qu'on faisait. Ils savaient qu'ils avaient déjà chanté avec moi, mais quoi, on ne sait pas. Donc, à chaque fois que je reviens, il faut vraiment avoir de la patience, puis toujours réexpliquer que oui, je fais un projet, puis on va faire ça. Puis le phonophone, c'est comme ça que ça marche. Le volume il est là, le bouton play il est là. Il faut toujours y retourner. Puis un autre des défis, c'est de les faire participer autant que moi. Par ça, je veux dire que des fois, ils me donnent une confiance aveugle que je ne veux pas. Des fois, je veux qu'ils me disent « Ah, mais si vous n'aimez pas ça, dites-le moi, là, on va pas faire ça si ça ne vous tente pas. » Puis ils sont toujours « Ah, si tu trouves ça bon, on le garde, puis si c'est pas bon, on le garde pas. » C'est pas une bonne raison. Là. Si tu n'aimes pas ça, on le garde pas non plus. Là, donc, il y a cette petite confiance aveugle-là envers moi-même que j'aime pas, puis j'essaie de les faire participer autant que je peux. Puis dans les réussites, il y a le lien interpersonnel créé entre nous. Donc moi, j'aime vraiment pas ça, être tout seul dans un studio ou dans le sous-sol pendant genre 5 heures d'affilée. J'aime ça. Fait que j'aime ça comme amener le studio à la maison de retraite puis de créer avec eux. Je trouve ça vraiment cool. Puis après, je sors de là puis je suis comme, j'ai plein d'inspiration puis je suis contente d'avoir fait ça. Puis eux aussi sont contents d'être là. C'est comme la musique est un point de rencontre pour eux. On crée la musique ensemble, mais après, on parle de notre semaine, puis eux, qu'est-ce qu'ils me racontent des souvenirs, des fois, ça peut pas, puis ils me racontent des affaires. Puis moi, je suis toujours vraiment contente de recevoir ça. Puis je parle aussi de ce que je fais dans la vie. Puis des fois, c'est aussi un moment pour socialiser. Des fois, on finit les ateliers, puis on va aller jouer à un jeu où ils me demandent d'aller jouer une chanson au piano juste pour le fun. Parce que là, c'est Noël. Fait que joue-moi une chanson de Noël, s'il te plaît. Puis là, on va jouer une chanson de Noël. Puis on va boire du jus, puis jouer au Uno, tu sais. Les ateliers ne durent jamais 1 heure. Ça dure toujours très longtemps. Je me garde l'après-midi là-bas pour être avec eux. Puis aussi, ça me donne de l'inspiration qui ne vient pas juste de moi, tu sais. C'est juste de mon interaction avec eux. Puis ça me fait vraiment beaucoup de bien d'avoir d'autres partages d'expériences de vie. Puis là, ça me donne plein d'idées pour le projet de maintenant ou mes futurs projets aussi. Donc pour ça, c'est vraiment une belle réussite. Là, finalement, où j'en suis en ce moment, les résultats finaux, c'est comme là, je vous en ai fait écouter un peu. Est-ce que c'est ce que j'espérais artistiquement? Moi, je dirais que c'est oui et non, parce que si j'étais toute seule, ça sonnerait pas comme ça. Mais en même temps, c'est juste merveilleux qu'on ait réussi à faire la musique électroacoustique avec des gens qui, quand je suis arrivée là, t'es comme, t'aimes-tu vraiment la musique que tu fais? On m'a vraiment posé la question, mais qu'on réussisse quand même à faire de la musique électro, c'est malade. Fait que je suis autant vraiment satisfaite que si j'étais toute seule, c'est sûr que ça serait pas la même chose. Puis la rétroaction des participantes est très positive. Des fois, il y a des petites frustrations par rapport au phonophone ou iPad, mais ça prend le bord en général, comme on est juste contente d'être là. Puis c'est sûr que c'est un genre d'activité que j'aimerais développer, puis que j'aimerais que d'autres gens fassent aussi. Que la musique électronique en maison de retraite, on peut faire ça, puis il suffit de bien s'équiper, puis d'y aller. Puis ils sont juste contents de voir des gens de moins de 50 ans venir à la maison de retraite, là, fait que allez-y. Puis finalement, est-ce que la participation des gens a une réelle fonction dans mon processus de création? Ça, c'est sûr. S'ils n'étaient pas là pour faire la chorale avec moi, ça ne serait pas passé. C'est ça. Donc, venez jeudi 21 décembre au Festival Ultrason voir la pièce finale. Ils vont écrire très sûrement. Ils vont venir entendre leur propre pièce. Si tout va bien. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Irina ou pour moi? Parce que là, on est allé vraiment vite.
J'aurais une question, c'est justement par rapport au dispositif là, que vous avez présenté comme exemple, là, je pense que c'est ce que tu as fait, Marianne. C'est juste, en fait, quand je vois les exemples, là, on parlait aussi beaucoup de musique numérique, et c'est vrai que la question du numérique, elle a quand même une force aussi, c'est que tu vois, par nature, il y a quelque chose aussi très participatif. Je pense au Hacker Lab, au Fab Lab, ce genre de choses, aussi au coût des outils qu'on trouve un petit peu partout. Mais justement, comment est-ce que la médiation peut se faire dans d'autres cas? Donc là, je pense par exemple à de la musique instrumentale, musique de chambre, ce genre de choses. Et là, j'aurais par exemple un peu plus de mal à imaginer des ateliers justement en mode note de programme plutôt que d'avoir un texte qui en soi est super parce que la note de programme pour moi c'est un cauchemar. Mais c'est rigolo. Ouais. Oui, en fait, c'est rigolo parce que là, j'ai centré le discours sur la musique contemporaine parce que c'était la demande, mais on travaille beaucoup en musique orchestrale, classique, avec tout le répertoire, disons, historique. Donc, il y a plein d'orchestres, les opéras, qui font beaucoup d'activités de co-création. Prenons l'Opéra de Montréal, qui travaille avec la Garambou, et qui fait recomposer l'opéra Carmen, ou qui fait recomposer Madame Butterfly avec des personnes. Et finalement, je pense que ta question, c'était le problème d'accès matériel aux instruments, c'est ça ou... Alors, ça peut être vu comme ça, mais aussi justement dans la manière dont on se produit un concert, comme tu vois, je pense, que ce soit musique classique ou musique même très contemporaine, hein, mais si tu penses, tu vois, des petits ensembles, je sais pas, j'imagine, tu vois, un concert à la Sala Rossa, mettons, peu de musiciens, musiciennes, mais quand même avec, tu vois, un son très acoustique où finalement, dans ce coup, tu as un petit peu moins de matière technique. Là, je parle vraiment dans... Alors, je suis sûr qu'il y a plein de choses à imaginer. Peut-être qu'à l'ITA, tu voudras rebondir, parce que tu as fait beaucoup de choses comme ça aussi, mais... oui. Mais en fait, c'est aussi peut-être une déformation de nos formations au conservatoire, où on croit que la seule manière d'être en lien avec la musique, c'est ou d'avoir un instrument ou d'avoir une partition. En fait, il y a 10 millions de façons d'entrer en lien, les percussions corporelles, le sound painting, les partitions graphiques. En fait, je pense qu'on est... le concert... Plus j'avance, moi j'ai beaucoup enseigné la clarinette, puis la musicologie, puis la culture auditive, en tout cas. Puis je trouve que les conservatoires, c'est comme si on était les profs, c'est comme si c'était tailler des bonsaïs, quoi. On pourrait partir dans tous les sens, on pourrait se développer, mais non, en fait, on coupe les branches de notre créativité, puis de notre vision de la musique, juste pour qu'on tienne en petite forme de bonsaï tout petit. Voilà. Et en fait, la médiation, elle invite à sortir de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un instrument et de savoir en jouer tel que c'est prescrit au conservatoire pour avoir un rapport avec le quatuor de Beethoven. Puis, alors, allez-y. Moi, j'ai un très bel exemple, justement, ça s'appelle l'Orchestre d'un jour, que j'aimerais vraiment bien refaire ici. Je dis ici parce que c'est en Belgique, mais c'est avec Baudin de Jacques. Puis on a fait, ça je l'ai fait à Montréal, c'est créer un opéra en 5 minutes, de manière créative. Non, c'est en 15 minutes, j'exagère toujours. Puis c'était vraiment très cool, puis ça a été filmé justement, c'était avec les gens, puis il y avait comme une chanteuse professionnelle qui était là, mais c'était comme tous les gens qui arrivaient, qui se demandaient c'était quoi cet atelier avec juste un panneau blanc. La voix aussi est super pratique effectivement dans ce cadre-là. Et l'orchestre d'un jour, c'était justement ramener vos petites cuillères, ramener n'importe quoi chez vous qui peut faire du son, des jouets, de n'importe quoi. Puis comme on trouve le thème ensemble, on apprend 7 ans de solfège en 7 minutes, puis comment on écrit une partition, donc il y a aussi le rapport à l'écriture, avec les auteurs, les paramètres et tout, mais aussi ça vire vite en partition graphique pour nous aider, si c'est plus fort, si c'est en rouge, peu importe, mais ce que je veux dire c'est qu'on arrive toujours à un truc, puis c'est surtout à la fin de la journée, ou de l'après-midi, on arrivait à faire un concert où il y avait plein de gens qui venaient voir parce qu'ils étaient curieux. Juste, ça faisait vraiment l'effet de boule de neige, puis on n'utilisait pas du tout le numérique. Puis de demander aussi à la fac de musique de prêter des vieux instruments, des choses comme ça. Puis ce qui était super cool aussi, c'est qu'on l'avait fait au Conservatoire de Liège avec tous les employés qui n'avaient jamais touché un instrument. Et aussi tous les musiciens qui touchaient leur instrument obligatoirement en toucher d'autres. Mais aussi d'aider ceux qui découvraient. Donc il y avait vraiment un vrai échange. Comment on tournait, tout ça, puis il y a moyen en même 2 heures de temps de faire des trucs complètement fous.
sans forcément penser numérique, sans forcément penser ça. Même si je suis d'accord que le numérique peut amener encore un autre. Est-ce que tu as eu beaucoup de blocages et de fermeture d'esprit par rapport à la technologie? Pas tant pour vous. Pas tant. C'est le mot pour décrire, en tout cas, les participants de cette maison de résultats, c'est juste comme enthousiaste, tout le temps. Ils sont toujours contents d'être là, puis même si on a la misère, tu sais, quand je vois qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais tu sais, de le réexpliquer d'une autre façon, de juste faire comme, OK, on fait pas ça, ça fonctionne pas, on va juste comme le faire d'une autre façon. Ça, ces ateliers-là, tu sais, j'arrivais souvent avec une idée, j'ai comme tout mon plan, puis je suis sortie, puis je suis comme pas, j'ai rien fait de ça, partout, là, c'est comme on est vraiment allé ailleurs durant l'atelier. Donc, ouais, il était toujours partant pour visiter, en général. Cependant, le concert, c'est comme une initiation un peu pour vendre les ateliers, on va dire ça. Il y a des personnes qui se sont levées et qui comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient là, ils sont partis. Mais les gens qui sont restés, ils posaient plein de questions. Puis, ils étaient trop curieux de voir pourquoi tu as un clavier qui ressemble à un piano, mais quand tu pèses dessus, ça fait pas de son de piano, je comprends pas. Fait ils étaient vraiment très curieux. Mais ouais, il n'y avait pas tant de blocage. Ouais. Je suis chanceuse quand même. Tu as vraiment réussi à faire ce qu'on parlait avec Irina, parce que quand on pense au public cible de ultrasons, on ne pense pas nécessairement à personnes de maisons de retraite qui ont des difficultés d'accessibilité. C'est vraiment cool, j'ai hâte. Ouais, moi aussi j'ai hâte de vous faire entendre. Ouais. Demain, on va comme la terminer tous ensemble. Je sais pas encore ça va donner quoi. J'ai quelque chose, je vais peut-être me dire c'est pas bon, on change tout ça, puis ça va être autre chose. Je sais pas. Parfait. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des expériences comme ça en médiation, telles que ça a été un peu proposé? Parce que ce qu'on propose là, c'est peut-être la version la plus... On a dit les notes de programme, ça serait le niveau 0. Enfin, 0,1, c'est négatif. Puis le niveau le plus abouti, c'est vraiment co-créer complètement de A à Z quelque chose. Mais il y a tout un spectre dans tout ça. Est-ce que vous avez déjà... Je parlais d'accessibilité. Est-ce que vous avez déjà fait des concerts hors d'une salle de concert avec des publics un peu différents que ceux qu'on voit dans une salle de concert? C'est déjà le premier pas vers l'autre. Non, jamais. Ouais. C'est difficile avec le programmateur aussi, parce que sinon on a cette idée-là. C'est comme la création, puis le problème qu'on a en musique contemporaine, c'est quand même ça qui est vrai aussi, c'est qu'on n'est pas payé par les programmateurs, on est payé par des bourses, le financement. Puis quand ça arrive, c'est un one-shot parce qu'on est payé pour la création, mais du coup c'est tout en fait. Puis la pièce, si on veut qu'elle soit jouée, il faut que l'ensemble, peu importe quoi, on puisse les payer à nouveau. Puis du coup, comme c'est plus une création, mais en même temps, si on veut faire un projet extérieur dès le départ, c'est comme compliqué aussi. C'est une super bonne remarque parce que ça, quand je dis c'est le grand renversement de votre façon de penser, c'est aussi peut-être que le financement pour votre projet artistique, c'est pas au CAM local qu'il faut aller chercher, c'est avoir accès à d'autres sources de financement qui permettent de créer aussi. Montréal Médiation Culturelle, des organismes comme Artenzo qui donnent des bourses pour de la création dans des contextes particuliers, des labs qui permettent en innovation sociale de penser les choses autrement. C'est ça aussi le grand renversement de la médiation, c'est que la musique, c'est pas le précaré de l'art. Vous voyez ce que je veux dire? La musique, ça sert à autre chose. C'est peut-être au ministère de l'Innovation sociale que vous avez trouvé quelque chose, c'est peut-être au ministère de la Santé que vous avez trouvé des subventions. Ça a du sens pour faire de la création pareil, sauf qu'il y a un plus. Et ça permet de penser des projets sur le plus long terme, parce que je dis effectivement, quand on a une bourse du CAM Ducal, c'est pour la création, puis après quand on reproduit la proposition, les projets de médiation en général, on essaie que ce soit pensé sur le long terme, donc c'est pour mettre en place quelque chose avec une communauté et produire faire l'idéation de quelque chose qui peut être reproductible, reconduit. Enfin, en innovation sociale, on dit la mise à l'échelle. C'est ça qui est important, c'est d'être capable de reproduire quelque chose. Ceci dit, je suis full pour la co-création, parce que dans mon je le fais, mais c'est une autre chose quand même que de montrer ce qu'on a dans le tête. C'est ça aussi qui est un petit peu difficile avec la médiation, c'est que
on se sent parfois un peu contraint de ne pas montrer juste ce qu'on a envie de produire. Alors qu'on pourrait, parce que justement, je dis c'est le niveau extrême, mais au milieu, on peut penser sa création. Ben, je pense à la table ronde qui était avec nous, mais pas Benoît Côté, pas Véronique, François Lagacé, qui lui a fait des créations artistiques, puis il allait les présenter dans des dojos. Il présentait parce que c'était sur le geste et la confrontation, karaté, je sais pas quoi. Excusez-moi pour la référence, puis c'est gâté, c'est super. Mais après, il allait présenter son projet artistique, mais dans un autre lieu. Et il n'avait pas transigé, pardon, j'ai fait une contrepartie, transigé avec sa vision, finalement. C'est juste qu'il l'a transigé avec le fait d'être obligé de jouer dans une salle noire. Ça peut être ça aussi la médiation. Je ne sais pas si ça répond aux questions. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est difficile de toucher le public salle plus le public autre. Je sens bien qu'il y a comme des étapes, c'est vrai. C'est porter à bras le corps tout un projet de A à Z qui parfois un peu essoufflant. Ça, je comprends. Ça, c'est en fait la mutation actuelle juste du métier de musicien qui est un auto-entrepreneur, puis je ne comprends pas qu'on puisse ralentir la machine. Ouais. Après avoir fait cette expérience en maison de retraite, Marianne, est-ce qu'il y a d'autres milieux de vie où tu aimerais aller faire la médiation ensuite? Est-ce qu'il y a un autre public où tu aimerais aller travailler avec? J'ai pas tant pensé. Je suis très focus sur ce projet-là en ce moment. Mais c'est sûr que j'ai déjà joué dans un hôpital psychiatrique, puis j'ai aimé ça. Donc j'aimerais ça y retourner, mais c'est de ne pas jouer du piano, puis de juste jouer du piano du répertoire, mais peut-être d'aller là avec des pédales, puis faire un set de musique ambiante. Juste pour le fun. Juste pour être là, puis le faire. Mais c'est sûr qu'il y a des activités de co-création comme ça. J'aimerais vraiment refaire ça. Tu sais, c'est comme c'est un peu un beau... comment je peux dire ça? Tu sais, je compose pour moi-même, puis pour ma pratique en tant qu'artiste solo, mais j'aime aussi, tu sais, de co-créer avec des gens, puis tu sais, pas savoir déjà de quoi ça va avoir l'air à la fin. Comme quand je compose pour moi, je fais une performance, mais je sais un peu à quoi ça va ressembler parce que c'est moi, puis je sais où je m'en vais. Mais avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement musiciennes dans la vie, mais c'est un autre résultat. Puis j'aime vraiment le petit challenge, puis l'adrénaline, puis de vraiment pas savoir où je m'en vais. Moi, j'aime vraiment ça. Moi, ça me tétanise pas d'arriver quelque part. Puis aujourd'hui, aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas combien de personnes vont être là, je sais pas. Est-ce qu'ils vont aimer ce que je propose, puis que là, il faut tout change. Ça me dérange vraiment pas. Puis j'aime ça, ces petits challenges. Si je fais ça une couple de fois par année, je sais pas. Tu as beaucoup parlé du milieu hospitalier, mais ça peut être complètement ailleurs. Enfin, ça peut être dans un quartier, avec des citoyens, tout simplement. Enfin, c'est-à-dire, on n'est pas... là, je vois ça voilà. Et puis, ça peut être aussi moins chaotique, parce que c'est le terme que tu as employé, de quelque chose de plus régulier. On peut savoir combien il y a de personnes qui vont se présenter, puis ça peut être possible d'avoir un peu de stabilité aussi. Non, c'est ça. Je me demandais justement, c'est quoi les stratégies pour trouver les participants que vous êtes à ces activités-là, si on va dans un quartier, par exemple, parce que là, on se retrouve un peu, il me semble, avec la même problématique de marketing, d'une certaine façon, je sais pas. Je pense quartier, tu t'en parles à la Maison de la Culture, qui est là, la bibliothèque, puis tu fais de la pub, puis tu demandes à la bibliothèque, la Maison de la Culture de faire de la pub, je pense. Il faut comme passer un peu par un intermédiaire. En fait, c'est ça. Alors, on dit souvent, on dit souvent que la médiation, elle tient au partenariat. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas s'il faut, mais ça fonctionne mieux quand on a un vis-à-vis qui fédère déjà des personnes, qui va pouvoir les mobiliser dans l'activité. Après, il y a certains organismes, peut-être, du coup, tu es en face de moi, du coup, mais il y a des lieux, le centre dans lequel tu étais, c'était... Non, mais je veux dire, en Belgique. Ah, le centre d'art vocal et pénitentiaire. Voilà. Qui crée une dynamique. En fait, il y a tellement... C'est depuis tellement longtemps, il y a des activités, le quartier a tellement été sollicité qu'au bout d'un moment, on peut peut-être se passer et mettre juste une affiche pour dire « Hey, venez faire l'orchestre d'un jour », parce que ça fait 10 ans que tu le fais, puis ça pourrait mobiliser les gens. Mais au départ,
il ne faut pas imaginer, c'est comme un concert de musique contemporaine. On ne peut pas imaginer qu'on dit « venez voir », puis les gens vont venir. Et alors ça, c'est important pour qu'il y ait une population qui est déjà fédérée qui vienne. Et c'est surtout que Marianne, elle va avec des personnes âgées, c'est pas une spécialiste, c'est pas une gérontologue, ou que sais-je. Donc on a besoin de connaître intimement le public avec lequel on va travailler, parce que la médiation, c'est une rencontre. Alors, il faut prendre le temps de s'ouvrir à l'autre. Et donc, à la maison de retraite, tu as parlé avec la directrice, tu as parlé avec la responsable de l'animation, l'animatrice. Des fois, il y a quelqu'un avec moi. Il y a quelqu'un avec toi, c'est ça. Oui. Et au début, surtout. Ouais. Parce que... Donc c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'avoir des personnes, mais aussi d'être capable de faire le pas en direction de ces personnes, donc de les connaître un peu. C'est quoi leurs limitations, leurs atouts, leurs émerveillements, les choses qui les intéressent. Ouais, c'est ça. La médiation, c'est une rencontre, c'est une ouverture à l'autre. C'est pour ça aussi que mes ateliers, c'est pas... Je rentre pas à la maison de retraite, je fais de la musique, ok, 45 minutes, c'est bon, ok, je m'en vais, bye, puis c'est ça. Non, je reste avec eux, puis on jase, puis des fois, ça dégénère, puis il faut que je reste souper finalement, parce que souper, c'est c'est ça, puis ouais, c'est vraiment, fait que c'est beaucoup, tu sais, finalement, je leur rends visite, puis on passe un bon moment ensemble. Puis je suis sûre que ça fait en sorte que ce que je fais en ce moment avec eux, si ça fonctionne, c'est parce qu'ils me connaissent plus que juste l'animatrice, médiatrice qui vient vers eux pour faire de la musique. Comme je joue aux cartes avec eux, puis on mange ensemble, fait que j'aime même plus que ça. Puis, comme à travers ton expérience, est-ce que j'imagine aussi que tu as réfléchi peut-être à ton rôle social, tu sais, justement la dimension politique, de faire ça, puis c'est quoi tes réflexions? Moi, c'était source de grandes angoisses pendant le COVID, d'étudier en musique, je t'avoue. Ouais. Là, je suis comme, mais à quoi je sers? Je comprends pas. C'est comme, oui, ok, je peux faire du bien à des gens, mais comme, en faisant de la musique, fine, mais comment, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Ça a toujours été comme une grosse source d'angoisse, puis la médiation est arrivée dans ma vie, j'ai fait, ok, c'est bon. Il y a une raison d'être à tout ça, puis, ouais, ça me donne un peu un sens du travail, je pourrais dire ça comme ça, que ces activités-là, on dirait que ça me donne un peu un sens. Peut-être qu'on va pas faire autant de musique que je veux aujourd'hui, mais on va avoir passé un bon moment, puis eux sont contents de juste de socialiser avec d'autres personnes qui sont pas dans la maison de retraite. Fait que ça me donne un peu ça donne plus du sens à ce que je fais, je trouve. Le lien humain. Parce que ça, moi, comme j'ai dit tantôt, je suis pas quelqu'un qui est capable d'être focus dans le studio puis faire de la musique. Là, comme, moi, je suis vraiment pas bonne là-dedans. J'ai aucune attention pour ça. Je crée quand je peux, puis ouais. Non, studio, pas de fenêtre, non. Une maison de retraite avec plein de personnes que je connais pas, yes. Ouais. J'ai une question pour toi, c'est ce que tu privilégies aussi, si je comprends bien, dans ce genre d'activité, c'est le longueur aussi quand même. Oui, la récurrence en tout cas, c'est pas toujours ce qui est offert non plus dans le cadre. Non, je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire ça, parce que c'est des activités qu'on a fait, c'était souvent des one-time only, puis c'est tout. C'est sûr que tu peux pas créer autant de liens avec les gens, ou créer vraiment une expérience qui va rester, tu sais. Ça, c'est sûr. Donc, d'avoir le privilège de faire ça sur long terme, c'est sûr que ça aide énormément. Au début, j'y vois encore au début d'être un peu comment t'aimes vraiment la musique que tu fais. C'est une drôle de question à poser à comme, la personne qui vient de te jouer sa compo. On pose cette question-là à la dernière rencontre, une des Colette, une des participantes, était comme ah, mais là, donne-moi de la musique à écouter pour me préparer pour le concert, parce que c'est la musique de jeunes, je connais pas ça. La musique de jeunes, ouais. Fait que, on est maintenant rendu là, mais ça a pris 15 semaines à réussir à comme, un peu survivre comme ça. Donc, fait que c'est cool les activités de médiation sur le long terme, mais c'est dur à voir, c'est sûr. C'est cool aussi sur le court terme, c'est un one shot, mais c'est une autre préparation, c'est un autre engagement. C'est comme, il faut que ce soit hyper carré avant même de commencer, que tout le monde ait tout bien compris. Ah ouais, il faut voir ce soir de l'intérieur. Ouais, ça prend 15 semaines de préparation. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pour ça que c'est tout un spectre, je disais. C'est les médiations de la musique, ça peut prendre plein de formes. C'est pour ça qu'en une demi-heure, à nous deux, on n'est pas capable de... Pour faire le labo de médiation. Voilà, c'est sûr. Ouais. Justement, j'ai une petite question sur
C'est cette idée de spectre dont tu parles. C'est vrai que moi, avec tout ce que vous avez dit jusque-là, j'ai plus tendance à imaginer quand même quelque chose d'assez séparé en termes d'approche. C'est-à-dire, d'un côté, soit je me dis je vais écrire de la musique de concert, puis j'écris de la musique de concert, ça va être joué dans une salle en mode très traditionnel, soit je trouve un peu ça sur la médiation. Mais c'est plus, j'ai du mal à envisager, après, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pensez aussi justement la position de l'artiste et son statut comme quelque chose vraiment véritablement qui va bouger, qui peut aller vers la médiation, mais où en fait c'est vraiment au sein de ta pratique, tu vois, presque quotidienne d'une certaine manière, qu'en fait la musique va aussi changer parce qu'on pense autrement, on pense plus participative, etc. Et donc c'est plus savoir un petit peu justement jusqu'où il y a de la fluidité finalement dans ce spectre et est-ce que c'est pas vraiment deux grands sujets, deux grandes approches qu'on peut avoir? D'un côté se dire musique de concert, puis je peux mélanger aussi les activités comme les gens font aussi dans ce mouvement. Ce genre de choses. Là, ce qu'on a présenté, c'est une médiation qui se situe au niveau de la création, principalement. Ouais. Donc c'est dans le processus de création. On fait médiation du processus de création, c'est ça que tu fais. Mais la médiation, elle arrive à bien d'autres endroits. Elle arrive peut-être juste avant le concert, c'est-à-dire faire un atelier de découverte avant. On peut venir juste après le concert, débriefer ensemble, un groupe de discussion sur ce qu'on a vécu. On peut arriver pendant le concert, on a préparé, alors je reprends le cas de la musique classique, l'Orchestre symphonique de Montréal va monter un projet Euphonie, donc les enfants vont pouvoir apprendre une séquence de percussion corporelle et de chansons, et puis ils viennent assister au concert, donc ils ont juste quelques petites vidéos pour apprendre, puis ils vont assister au concert, puis pendant le concert, ils vont jouer en même temps que l'orchestre. Bon, c'est pas le processus de création, c'est pas après, mais c'est pendant le concert, il y a un moment où on ouvre la possibilité que l'orchestre s'accorde sur le public, puis le public s'accorde sur l'orchestre. On est déjà en train de brouiller les frontières habituelles. Donc c'est beaucoup plus large que où je joue juste mon œuvre tout seul, où je co-crée tout complètement. On peut inventer des milliers de façons de faire. C'est ça aussi, c'est que c'est ouvert à notre inventivité. Là. La seule question qui se pose, c'est comment je rencontre quelqu'un d'autre, puis je crée au contact grâce à la musique ou au prétexte de la musique, ou c'est juste ça. Après, tu l'inventes comme tu veux. Ça répond à la question ou... Si tu voulais compléter, je t'écoute. Tout est bon. Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation. Ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air, le fun, j'ai des iPads là. Donc vous allez jouer sur le même instrument que les personnages de la maison.